Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de ta santé, où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention, car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère t'aider au travers de ce podcast à prendre soin de ta santé en prenant en compte toutes les sphères de ta vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode et prendre ta santé en main dès aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Zina, sage-femme à Bruxelles. Nous avons abordé dans cet épisode les questions de la grossesse et de l'allaitement pendant le mois de Ramadan d'un point de vue santé. Il y a 2 semaines, j'accueillais Ilyes, imam à Villeneuve d'Ascq. Si vous avez raté l'épisode, je vous invite à l'écouter, car nous avions abordé les mêmes thématiques mais sous le prisme religieux. Je vous mettrai tous les liens en description. Avant de vous laisser avec notre échange avec Zina, si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté et atteindre l'ultime objectif de réussir votre mois de Ramadan, Inch'Allah, je vous propose le livre Guide du Ramadan optimal qui vous accompagnera pour un Ramadan spirituel, un Ramadan organisé, un Ramadan en forme et 0 déchet, Inch'Allah. De nombreux bonus offerts avec votre livre, comme des challenges, programmes, des menus, des fiches pratiques et bien d'autres, qui seront à remplir ou à personnaliser pour un mois sans regret. Le livre est disponible en 2 formats, en version digitale et en version papier sur la boutique. Je vous mettrai le lien en description aussi. Zina a d'ailleurs écrit un passage en tant que parole d'experte dans le livre, notamment sur la thématique de la grossesse et de l'allaitement. Je vous laisse sans plus attendre avec notre échange avec Zina. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Zina sur le podcast Minute Santé. Tu vas nous parler du coup dans cet épisode de la grossesse et de l'allaitement pendant le mois de Ramadan. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter aux auditeurs et aux auditrices? Merci à toi Nadia pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être sur ton podcast que j'écoute moi-même et on va dire qui m'apprend pas mal de choses en lien avec la santé, qui est justement le domaine qui me passionne. Donc c'est plutôt la santé liée à la femme, liée à la féminité, liée au couple aussi, parce que je travaille en tant que sage-femme et sexologue clinicienne. Et donc ce sujet, on va dire, lié à la grossesse et l'allaitement tombe à pic compte tenu de l'approche du mois de Ramadan. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ton site internet? Donc je suis, on va dire, fondatrice du projet Connaissance avec un seul N, donc tout ce qui est lié à la naissance et la connaissance du couple et du lien maman-bébé, que ce soit sur mon site internet connaissance.be ou sur Instagram et Facebook @connaissance tout simplement. Parfait. Alors je te propose que dans un premier temps on aborde la grossesse, puis dans un second temps l'allaitement. En ce qui concerne la grossesse, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire, et là d'un point de vue santé, pas d'un point de vue religieux, ça fera l'objet d'un autre épisode du podcast, est-ce que tu peux nous citer quand est-ce que le jeûne est strictement contre-indiqué ou bien déconseillé, au moins lors d'une grossesse? Alors, encore une fois, faut qu'on soit toutes prudentes et tous prudents. On va pas faire de généralité et chaque grossesse est unique. Pour les femmes qui ont eu plusieurs grossesses et qui ont du coup traversé plusieurs mois de Ramadan, elles peuvent du coup en témoigner. Et pour certaines, il y aura aucune difficulté pour jeûner, que ce soit en début, en milieu ou en fin de grossesse, voire tout au long de la grossesse. Alors que pour d'autres, si le mois de Ramadan tombe pendant le début de la grossesse, ça va être très compliqué en fonction des symptômes de chacune et de la capacité à, on va dire, si leur quotidien, leur environnement est favorable au repos ou pas, etc. Il y a plusieurs éléments qui vont faire que ce jeûne va être facilité, agréable, au contraire, déconseillé. Par exemple, une femme qui va avoir énormément de nausées et de vomissements, peut-être que le fait de jeûner va calmer tous ces symptômes, alors que peut-être que pour d'autres, ça va les accentuer. On va distinguer en fait 2 effets. On va distinguer les effets et chez la femme enceinte et chez le fœtus. C'est vraiment 2 choses différentes. Peut-être que, on va dire, une femme qui va jeûner va se sentir parfaitement bien. Elle va dire, bon, j'ai un petit peu de fatigue, mais ça reste gérable, j'arrive à me reposer, etc. Mais il peut y avoir des manifestations au niveau fœtal. Donc, si on fait un monitoring ou qu'on on est attentif lors d'une échographie, on peut voir que le bébé, par exemple, ne prend pas assez de poids, qu'il y a une diminution de la quantité de liquide amniotique, qu'il y a une diminution des mouvements fœtaux. Et ceci, ce sont des signes, justement, qui doivent nous alarmer et qui doivent
interrompre le jeûne. Et c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de réponse toute faite, malheureusement, ou heureusement aussi, et qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps et ne pas pousser les limites, parce que malheureusement parfois les conséquences peuvent être très importantes, que ce soit chez la femme ou chez le bébé justement. Est-ce que tu peux nous préciser, est-ce que c'est un monitoring au cas où il y aurait des femmes où c'est leur première grossesse, où elles sont tout au début, elles savent pas encore le terme, ou s'il y a des papas ou des futurs papas qui écoutent le podcast? Donc un monitoring, c'est un appareil qui vient, le terme vient de l'anglais, qui veut dire surveiller. Donc c'est 2 capteurs qu'on va mettre sur le ventre de la femme enceinte. Un pour capter justement les contractions utérines s'il y en a, et le deuxième pour écouter la fréquence cardiaque du fœtus. C'est un examen qu'on fait soit chez sa sage-femme ou soit à l'hôpital. Ça peut se faire aussi à domicile. Et donc, ça permet de voir, d'évaluer, donc, si je disais s'il y a des contractions, par exemple, le fait d'être en état de déshydratation peut entraîner des contractions utérines. Et si elles ont lieu, à un moment qui n'est pas le terme de la grossesse, donc qui n'est pas la fin de la grossesse, ça peut entraîner un début de travail et donc peut-être un accouchement prématuré. En parallèle, donc, on va suivre les bruits du cœur du fœtus. Et si on voit que c'est un enfant, par exemple, qui est bradycarde, donc la fréquence, elle est beaucoup trop faible, ou tachycarde beaucoup trop importante, ça peut nous donner des signes d'une souffrance fœtale. Et là, parfois, on va devoir intervenir, soit garder la maman en surveillance à l'hôpital, ou même parfois, dans certains cas, accélérer, on va dire, l'arrivée du bébé en intervenant par une césarienne. Donc vraiment, il n'y a pas un seul scénario possible, mais le monitoring permet vraiment justement de un petit peu de faire le tri dans ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas. C'est un examen qu'on peut faire aussi en cas de doute. N'hésitez pas à en parler avec votre sage-femme ou votre gynécologue si vous en avez besoin. Parfait, merci pour cette explication. Je voulais juste rajouter, si je peux me permettre, par rapport aux contre-indications. Donc, comme tu l'as si bien dit, chaque grossesse est unique, et même d'une femme, d'une grossesse à une autre chez la même femme, il y a des différences. Après, t'as bien fait d'aborder le fait que voilà, chaque cas est unique, donc ce qui peut être contre-indiqué chez l'une va pas forcément l'être chez l'autre. Après, moi, je vais parler vraiment des cas extrêmes de contre-indication où là, clairement, il y a même pas à discuter. Parce que nous, ça nous paraît évident en tant que professionnel de santé de se dire telle personne a par exemple du diabète gestationnel, elle ne va pas jeûner, alors qu'il y a quand même des personnes qui se posent la question. Donc en fait, en gros, les grosses toutes les pathologies chroniques pendant la grossesse qui vont nécessiter un traitement sous peine d'avoir des complications, donc un traitement la journée en fait, le diabète gestationnel, donc le fait d'avoir un diabète pendant la grossesse, les grossesses gémellaires aussi qui sont plus à risque, enfin gémellaires et plus du coup, tout ce qui est anémie, hypertension artérielle, et puis après, là on parle du côté de la femme, et comme tu l'as si bien dit, on a tendance à l'oublier, du côté du fœtus, par exemple, si on voit, dès le début qu'il y a un retard de développement, un retard de croissance intra-utérin, ça va pas être forcément opportun que la femme jeûne en fait. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on part du principe que la grossesse n'est pas une maladie, mais s'il y a des pathologies, comme tu l'as dit, d'hypertension, un diabète, que ce soit un diabète par exemple sous régime ou sous insuline, faut vraiment prendre ces différents éléments en compte et pas se dire je décide de moi-même de jeûner parce que sinon j'ai pas envie de rattraper mes jours par la suite, ou j'ai pas envie de passer à côté de cet état spirituel. Ce que j'entends et ce que je comprends, j'ai moi-même eu plusieurs grossesses, donc je sais à quel point parfois ça peut même être frustrant de manger durant ces journées de jeûne, mais voilà, c'est la priorité, c'est que vous alliez bien en tant que femme enceinte et que votre fœtus aille bien aussi. C'est ça. On est responsable de sa santé et de la santé du futur bébé en fait. Donc. Justement, t'as parlé un peu du début de grossesse, etc. Bon, tout le monde l'est au courant. Je vais rien vous apprendre. La grossesse, elle se compose de 3 trimestres. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que les risques déjà, ils sont les mêmes en fonction du stade de la grossesse, si on jeûne, donc à savoir le premier, le deuxième, troisième trimestre. Enfin, en gros, si c'est le cas, à quel moment de la grossesse il est plus risqué de jeûner ou plus difficile? Ok. Donc, on n'a pas trouvé d'études qui montraient clairement que que le jeûne avait un impact en début, milieu ou fin de grossesse. Arrête-moi si je me trompe, Nadia. Et donc, on va voir, comme je disais tout à l'heure, par rapport à un des effets qui va vraiment se manifester, c'est les contractions utérines dues à la déshydratation, qui là vont parfois se manifester, qui peuvent en tout cas se manifester, donc ces contractions utérines en entraînant une fausse couche, donc en tout début de grossesse,
ou par un accouchement prématuré en fin de grossesse. Mais encore une fois, c'est un risque potentiel, mais on peut pas dire tiens, parce qu'il y a une fausse couche parce qu'il y avait jeune, ou il y a eu accouchement prématuré parce qu'il y avait jeune. C'est un élément important, mais on peut pas vraiment clairement dire à 100% que c'est, on va dire, directement lié. Alors, on peut pas dire que c'est directement lié et on va plus donner des conseils par principe de précaution comme on le fait pendant toute la grossesse avec les médicaments ou les produits naturels, les plantes. Quand on sait pas, en fait, on va souvent vers l'abstention pour éviter d'avoir un risque qu'on connaît pas. Et moi, du coup, comme toi, j'ai pas connaissance de toutes les études sur le sujet, mais j'ai pas de connaissance à proprement parler. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai souvent peur au premier trimestre. Du coup, par principe de précaution, et c'est pas parce que j'ai lu une étude sur le sujet, j'ai tendance à dire, puis ça majore aussi les certains désagréments, comme les vomissements, les nausées, les infections urinaires, mais ça, surtout quand les journées sont longues, parce qu'après, le ramadan, voilà, on va pas comparer une journée d'été, où là, je vais clairement leur dire de pas jeûner, enfin, n'importe quel trimestre, et une journée d'hiver, où là, c'est beaucoup plus facile, et beaucoup plus gérable. Et après, au troisième trimestre, comme tu as si bien dit, voilà, c'est les menaces d'accouchement prématuré et puis aussi tout ce qui est carence, parce que faut le rappeler, au troisième trimestre, le bébé, il pompe pas mal d'énergie. Il y a pas mal et c'est là où il y a les risques d'anémie, en fait, plus importants et du coup, où il faut être plus vigilant et avoir une bonne alimentation. Et quand c'est des journées de jeûne qui durent comme en été, clairement, là, il faut s'en passer, quoi. Et après, c'est mon avis personnel et comme tu as dit, il faut s'adapter, c'est du cas par cas. Quand il y a des femmes qui insistent pour jeûner, on s'adapte, mais voilà, après ça reste qu'il y a une règle et il y a des cas particuliers. Exactement. Et c'est pour ça aussi que je rappelle vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que on ne considère pas la grossesse comme une maladie, mais s'il y a une pathologie ou comme tu viens de dire des carences, c'est pas à minimiser, c'est vraiment à prendre en considération et du coup à adapter sa décision en fonction de cet état de santé. Donc on va pas jouer là-dessus en se disant c'est pas grave, c'est juste de l'anémie, je vais prendre un peu de fer et ça va aller. Après voilà, on va pas comparer une journée d'hiver et une journée d'été, et aussi on va pas comparer une première grossesse à une quatrième, cinquième ou sixième grossesse, parce que si on a déjà des enfants par exemple, il y a un état de fatigue qui s'ajoute parce qu'on on doit s'occuper des autres enfants, peut-être qu'on dort un petit peu moins bien, peut-être qu'on a d'autres enfants en bas âge, et tous ces facteurs là ils sont à prendre en considération. Donc vraiment c'est un élément important. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pathologie en lien avec la grossesse que vous êtes en état de santé optimal. La fatigue est un signe aussi qui montre que on doit vraiment s'interroger si on jeûne ou pas. Donc pour certains, cet avis-là que je viens de donner, il est un peu trop on est trop permissif et on facilite le non-jeûne finalement, l'abstention du jeûne à quasiment toutes les femmes enceintes. Mais c'est une réalité quand on est sur le terrain et qu'on reçoit des patients enceintes qui ont des complications suite à leur état de jeûne, on ne peut que prendre, on va dire, de grandes précautions pour l'ensemble des femmes. Après là, on va pas revenir sur le contexte religieux, mais la règle de base, c'est qu'elle leur est permis de pas jeûner, hein, donc elles ont la dispense. Donc là, on fait vraiment ce podcast plus parce qu'on sait très bien que sur le terrain, il y a des femmes qui vont quand même décider de jeûner et que si c'est le cas, qu'elles puissent quand même connaître déjà comment jeûner dans des bonnes conditions, mais aussi surtout savoir quand il faut surtout pas jeûner et pas mettre sa vie ou la vie du bébé en risque. Tout à fait. Justement, il y a beaucoup de femmes qui se posent la question, enfin qui jeûnent du coup, qui jeûnent en fin de grossesse et qui se demandent justement, qui vont bien le supporter en fait pendant la grossesse, mais qui se posent la question si ça va jouer sur leur accouchement, est-ce qu'elles vont avoir moins d'énergie, est-ce qu'elles peuvent être affaiblies en fait du fait qu'elles accouchent vers la fin, enfin sur le troisième trimestre et jusqu'à l'accouchement au final. Encore une fois, ça va dépendre de leur état de santé avant et en début de jeûne. Si elles sont déjà épuisées, il y a peu de chances que être en état de jeûne, surtout si c'est des journées longues, il y a peu de chances que cet état-là de jeûne va les booster et leur donner beaucoup d'énergie pour être en forme pour l'accouchement. Il faut vraiment se rappeler ça aussi. C'est capital d'arriver en forme à l'accouchement, sachant que parfois le travail, donc la durée qui va préparer, on va dire, la naissance du bébé, les heures qui vont précéder la naissance d'un bébé, pour cette étape-là, il faut un maximum d'énergie. Donc si on arrive déjà fatigué, on va être plus sensible à la douleur, peut-être que nos poussées elles vont être moins efficaces, et notre début de postpartum, notamment le début d'allaitement, peut être plus compliqué.
ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Et là, c'est à vous de vous écouter. Si vous êtes assez fatigué, si vous avez facilement mal à la tête, si vous n'arrivez pas du tout à vous reposer, si vos nuits elles sont pas, votre sommeil n'est pas réparateur, il faut vraiment, je pense, prendre la décision de ne pas jeûner en fin de grossesse. Justement, je profite de ça pour rebondir, mais là, je parle pas que du 3e trimestre. Ma question, elle va porter sur toute la grossesse. Donc, admettons, voilà, la femme enceinte, elle a aucun problème de santé et qu'elle souhaite jeûner malgré tout. Justement, est-ce que tu pourrais leur citer les signes qui doivent leur faire interrompre une journée de jeûne? Enfin, les signes, voilà, faut pas se poser la question de est-ce que je continue ou pas, c'est on arrête de jeûner. Ouais. Bah déjà, s'il y a des maux de tête, s'il y a des tremblements, si clairement vous faites un malaise, faut pas vous poser la question, là vous rompez directement votre jeûne. Mais la fatigue, elle peut être un petit peu, elle est délicate parce que beaucoup de gens vont dire oui, mais les premiers jours on est fatigué, c'est normal. Mais ce qui est normal en dehors de la grossesse ne l'est pas forcément en cas de grossesse. Et c'est toute cette subtilité en fait qu'il va falloir un petit peu, on va dire, sur laquelle il va falloir être prudent. Au moindre doute, j'ai envie de dire, on rompt le jeûne quand on est enceinte. On prend pas le risque d'avoir des contractions, d'avoir un malaise, et qui dit si la femme est en hypoglycémie sévère, le bébé a de fortes chances de l'être aussi. Donc c'est vraiment, je dirais, trouble de la vue, mal de tête, malaise, hypotension, donc une tension artérielle très très faible, et les tremblements. Pour moi, c'est les signes d'appel pour arrêter le jeûne. Voilà, bien être à l'écoute de son corps, parce que le corps nous donne toujours des signaux, hein. Donc finalement des fois on sait très bien que ça va pas et c'est plus nous qui avons tendance à fermer un peu les yeux parce que certaines femmes, et c'est pas un reproche, ont tellement envie de terminer leur journée qu'elles vont pas écouter à tort les signaux de leur corps, alors que là faut bien faire attention parce que l'enjeu il est important. Donc là, on va partir dans le meilleur des cas. La femme, elle est bien, elle est en bonne santé. C'est des journées courtes de jeûne. Et puis donc voilà, la femme, elle décide de jeûner malgré tout. Est-ce que quels sont les conseils généraux et alimentaires, surtout, que tu aurais à leur donner? Bon, déjà, c'est pendant la période, on va dire, où on peut manger, donc entre le maghrib et le suhour, entre le fajr, c'est de bien boire, de fractionner les repas, de prendre des vitamines si on en a besoin. En cas de grossesse, en général, on a besoin de prendre ces compléments alimentaires, mais vraiment d'assurer un état d'hydratation correct. Ça, c'est le minimum. Donc là, au niveau alimentaire, donc de favoriser des repas qui vont vous nourrir, éviter des grignotages de choses, on va dire, pas saines. Vous êtes sur le podcast de Nadia, donc je pense que vous avez assez de matière sur le sujet. Des aliments riches en bons gras, d'éviter les sucres rapides, favoriser certains sucres lents. C'est de pas hésiter à prendre des fruits oléagineux de qualité, des choses vraiment qui vont venir vous nourrir en profondeur pour que vous puissiez on va dire couvrir vos besoins sur la journée et pas aller puiser dans vos réserves, même si parce que des fois il y a des femmes qui vont dire non mais de toute façon moi je suis en surpoids, j'ai des réserves en plus, c'est pas grave, faut pas jouer avec ça. Donc vraiment avoir une alimentation de qualité, et encore une fois voilà, je disais les fruits oléagineux de bonne qualité dispatchés sur la nuit, c'est assez intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, de toute façon, j'avais fait un épisode du podcast l'année dernière que je mettrai dans la description de l'épisode sur alimentation et ramadan, où je donne des conseils généraux pour tout le monde, mais ça vaut bien entendu pour la femme enceinte. Après, comme t'as dit, pour la femme enceinte, c'est bien fractionner les repas et aussi fractionner l'hydratation, parce que si vous buvez 2 litres d'eau d'un coup, tout va aller dans les urines et vous allez rien retenir. Et d'associer ça avec c'est bien fait parce qu'on a tendance générale à manger une petite soupe qui est salée, qui va permettre de retenir l'eau. Et après, l'importance de prendre le suhour, donc le repas du matin, qui est limite le repas le plus important, parce que malheureusement, en tout cas chez les Maghrébins, la plupart du temps, on mange beaucoup le soir et le matin, il y en a qui se lèvent pas du tout, alors qu'il faudrait plutôt faire le contraire. Mais ça vaut bien pour les femmes enceintes et les femmes tout court et les hommes. Mais voilà, là, pour résumer tout ce que t'as dit, c'est ça, bien boire, fractionner les repas, manger du bon gras, manger équilibré et des choses nourrissantes, en évitant tout ce qui est industriel, junk food, friture, voilà, toutes les mauvaises choses. Et je les renverrai vers le podcast sur le sujet qui en parle en long et en large.
Justement, c'est bien que tu as parlé des femmes qui parlent de leurs fameuses réserves, qu'elles soient en surpoids ou pas. Et justement, il y a des femmes qui se posent la question, voilà, quand elles jeûnent, le bébé il se nourrit comment au final? Alors, déjà, une femme, quand elle va boire et manger entre le maghrib et le fajr, elle va apporter des nutriments, donc qui vont directement aller chez son bébé via le cordon ombilical. Et au niveau du liquide amniotique, il faut savoir que le fœtus boit le liquide amniotique aussi, donc il va se nourrir de cette manière entre autres. Et sinon, il va aller puiser dans les graisses. Les graisses que la femme a vont subir un certain processus qui vont faire que ça va se transformer en sucre qui vont aller alimenter le fœtus. Mais c'est pour ça que je dis toujours que pendant la grossesse, on va suivre l'état de bien-être de la maman et du bébé. Et que le poids est un bon indicateur aussi de la bonne évolution de la grossesse. Parfois, on a des mamans qui vont pas prendre de poids pendant la grossesse, mais on a un bébé qui prend du poids tout à fait convenablement. Et là, on va le voir au niveau de l'échographie. Là, c'est une petite parenthèse pour les femmes qui veulent pas du tout de suivi médical. Il faut savoir que ce n'est pas juste des choses administratives. C'est vraiment par mesure de sécurité. Donc, on ne néglige pas son suivi médical pendant la grossesse. Et donc, voilà, c'est vraiment ces indicateurs-là de bonne croissance du bébé. Et quitte à ce qu'en fin de grossesse, ça m'est déjà arrivé, par exemple, des femmes qui veulent absolument jeûner en fin de grossesse, je vais avoir un suivi plus rapproché. Par exemple, je vais faire une échographie 2 fois sur le mois du Ramadan pour vérifier que le bébé continue de bien grossir. C'est aussi adapter sa prise en charge aux personnes que l'on a en face de nous pour les rassurer et ne pas les mettre en danger. Parce que malheureusement aussi, parfois, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a de la violence obstétricale chez certains praticiens. Et même si je suis sage-femme, je le dis parfaitement et je suis attristée de cette réalité-là. C'est que si une femme veut jeûner, on va juste lui dire mais vous êtes complètement irresponsable, c'est de la pure folie. Et puis, ok, ça c'est du jugement. Qu'est-ce qu'on leur apporte finalement à ces femmes-là? Et donc, je vous invite vraiment à parler de vos inquiétudes à votre praticien, à votre praticienne, et à demander peut-être une consultation supplémentaire qui pourra vous rassurer, ou au contraire, qui vous inquiétera et vous serez responsable de la décision qui devra être prise. Oui, c'est ça. Oui, faudrait que les professionnels soient pas dans la culpabilisation, mais plus dans l'accompagnement, coûte que coûte, tout en disant voilà les risques, parce qu'il faut aussi, il y a certaines femmes qui voient pas le risque en fait qu'elles prennent et de leur dire avec bienveillance en fait. Exactement. Et ce qui est important en fait, c'est de se dire que les femmes, elles sont responsables en fait. Elles ont conscience qu'elles sont responsables de la santé de leur bébé. Et quand on leur explique les effets du jeûne, qu'on prend le temps, par exemple que lors d'une échographie, on leur explique comment est-ce qu'on calcule la quantité de liquide amniotique, comment on calcule la bonne croissance du bébé, comment on va dire détecter les signes de déshydratation, etc. Elles sont à l'écoute, elles sont compréhensives et donc elles vont en fait prendre leur décision en bon père de famille. Donc là, en bonne mère de famille, j'ai envie de dire. Et donc, il suffit juste de prendre le temps, et là, donc, juste, on va dire, pour mes consoeurs et mes confrères, de prendre le temps d'expliquer les choses et d'accompagner, on va dire, cette envie de jeûner afin de ne pas mettre en danger ni les femmes ni leurs bébés. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux. Pour finir sur la partie grossesse, je voulais finir avec un phénomène que tu dois connaître avec tes patientes ou même en tant que femme, pour toi-même ou ton entourage. Et c'est un phénomène que je déplore mais qui est très présent chez les femmes et encore plus quand elles sont enceintes. Donc ça vaut en dehors de la grossesse, mais avec la grossesse c'est encore pire. C'est le fait de se comparer, mais pas toujours dans la bienveillance. Donc les fameux, moi j'ai jeûné, j'étais enceinte, j'ai jeûné, j'ai rien eu, pourquoi tu jeûnes pas? Ou enfin, tu vois ce genre de remarques assassines. Justement, qu'est-ce que t'aimerais dire aux femmes qui ont tendance à se comparer entre elles, que ce soit celle qui donne la leçon ou celle qui reçoit les remarques désagréables et qui culpabilise et parfois au final vont se mettre à jeûner même pas pour un besoin spirituel, mais parce qu'il y a cette pression sociale. Ouais, c'est très important ce que tu dis parce que c'est vraiment quelque chose qui revient chaque année lors du mois de Ramadan. Chacune est responsable de son corps, chacune est responsable de la santé de son bébé aussi. Et arrêtons de nous comparer. Et comme on l'a dit en début de podcast, même on va dire chez une même femme, en fonction des grossesses, elle sera ou non en capacité de jeûner. Par exemple, j'ai eu plusieurs grossesses. Il y a des grossesses lors desquelles j'ai pu jeûner tout le mois de Ramadan et d'autres où j'ai pas pu jeûner un seul jour.
parce que ça dépend de l'état de fatigue, l'état de bien-être, est-ce que je suis carencée ou non, comment mon corps supporte le jeûne, comment va mon bébé. Il y a tous ces facteurs-là, donc on a déjà expliqué, qui vont entrer en compte, et donc il est inutile, voire même dangereux, de se comparer d'une femme à l'autre. Donc pour les femmes qui, on va dire, qui veulent ou non jeûner, soyez responsables de votre décision. Et pour les autres femmes, on va dire, qui font la morale, revoyez un petit peu vos intentions et prenez conscience que certaines paroles peuvent être destructrices et peuvent faire énormément de mal chez les femmes enceintes. Donc voilà, vraiment un peu de bienveillance, s'il vous plaît, et du bon sens, vraiment du bon sens. Ouais, surtout pendant cette période de la vie d'une femme où les hormones font que on est encore plus sensible que le reste de la vie. Exactement. En gros, on a une sensibilité émotionnelle. On est en syndrome prémenstruel pendant 9 mois, donc il faut se mettre à la place de ces femmes. Donc, exactement. Voilà. Donc Zina, dans cette deuxième partie du podcast, on va aborder cette fois-ci l'allaitement. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire si le jeûne a une incidence sur l'allaitement? Alors, tout à fait. Il peut avoir une incidence. Pourquoi? Parce que, encore une fois, voilà, on va pas faire de généralité, mais il y a plusieurs éléments qui prouvent de manière claire que le jeûne va impacter l'allaitement, même si, encore une fois, il y a des femmes qui vont dire mon allaitement s'est jamais aussi bien passé que pendant mes périodes de jeûne. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, pour l'allaitement, il y a deux éléments importants. C'est que l'allaitement va, on va dire, fonctionner si la production est assurée et si la stimulation est assurée. Donc, pour la production, une maman qui va être épuisée, déshydratée, elle va produire très peu de lait, voire pas de lait du tout. Et là, il y a des femmes qui vont directement le voir lors des premiers jours de jeûne, où elles vont voir que, on va dire, la première tétée de la journée se passe bien, et la deuxième tétée, la poitrine est déjà plus souple, elle est moins tendue que d'habitude. Elles vont voir que le bébé réclame encore après la mise au sein. Et puis, au fil des jours, elles vont voir que le nombre de mictions, donc le nombre de pipis chez leur bébé auront diminué, et clairement on peut vraiment voir se manifester des pleurs tout au long de la journée qui n'étaient pas présents auparavant. Et ça, ces différents signes, ce sont des signes de déshydratation aussi chez le bébé, et donc des signes que la production de lait n'a pas été suffisante. Et là, soit il y a des femmes qui vont se dire je maintiens comme ça jusqu'à le Maghreb, et à le Maghreb, je sais que je vais reproduire du lait et mon bébé va s'adapter, on va inverser les rythmes, il va plus téter la nuit que la journée. Ou alors, c'est des femmes qui vont prendre la décision de rompre le jeûne pour être en allaitement exclusif. Et là, élément important, c'est pour ça aussi que il faut en parler. Est-ce qu'on parle d'allaitement maternel exclusif? Est-ce qu'on parle d'un allaitement mixte, donc moitié plus ou moins les maternels et les artificiels? Ou il y a des femmes qui vont clairement décider lors du jeûne de sevrer leur bébé pour passer en allaitement artificiel. Donc il y a plusieurs éléments dont on peut parler. Puis en plus, c'est aussi différencier le fait quand l'enfant, dans ses premiers mois de vie, il mange pas solide, il y a vraiment sa seule source de nourriture, c'est le lait. Et puis plus tard, parce qu'il y a des dames qui allaitent même jusqu'aux 2 ans de l'enfant, où là, l'enfant se nourrit, etc., où il y a moins de risques pour lui qu'un bébé tout au début. Exactement. Justement, c'était ma question suivante. Du coup, là, juste pour résumer ce que tu viens de dire, donc là, ça serait des signes qui devraient faire que si la femme tient à son allaitement, devrait plutôt l'amener à arrêter de jeûner. Et puis donc, comme tu as dit, c'est des signes de diminution de la lactation. Donc, t'as cité quand les seins sont moins tendus que d'habitude, la diminution des mictions, donc des urines chez le bébé qui réclame beaucoup plus d'habitude, qui pleure, qui est un peu plus grincheux. Est-ce que, à part ces signes que tu as déjà cités, est-ce que tu en as d'autres qui témoigneraient en fait d'une diminution de la lactation? Il peut y avoir un bébé qui perd du poids, donc ça c'est un signe clair que les apports ont diminué, et donc qu'il va falloir compléter, ou alors compléter par du lait artificiel, ou rompre le jeûne pour que la production de lait puisse se relancer. Un autre signe aussi, c'est qu'il y a des bébés, quand ils vont avoir cette sensation de faim, vont réclamer plus souvent, mais d'autres vont au contraire allonger leur période de sommeil. C'est-à-dire que il y a des bébés qui vont se laisser un petit peu aller, à force d'avoir eu faim, ils vont être fatigués, et donc ils peuvent avoir des périodes d'éveil moins nombreuses, et être un petit peu flagada. Les gens vont comprendre un petit peu ce que c'est la flagada. On va dire au niveau clinique, ils vont être hypotoniques. Ils ont plus cette force qu'ils ont habituellement. Ils sont plus autant éveillés.
Et parfois, vraiment, je trouve que vraiment les signes cliniques auxquels il faut faire attention, c'est effectivement les urines, si elles sont moins nombreuses, l'apaisement après la tétée et la prise de la perte de poids. Parfait. Merci pour toutes ces précisions. C'est important que les femmes soient au courant, en fait, parce qu'on c'est pas forcément clair et évident pour tout le monde. Du coup, si pour celles qui feront le choix de jeûner tout en allaitant, quels sont tes conseils, justement, pour bien allier, Ramadan et allaitement? Alors, si avant le jeûne, on va dire, les femmes sentaient déjà que l'allaitement commençait à être un petit peu fragilisé et que c'était un petit peu, qu'elle se posait la question, est-ce que je dois donner des compléments à mon bébé, clairement, il y a de fortes chances que le jeûne, on va dire, n'arrange rien à l'allaitement. Mais après, encore une fois, sans généralité, parce qu'il y a des femmes pour qui le jeûne va venir booster un petit peu. Ça peut paraître bizarre, mais ce sont des choses qu'on voit au niveau on va dire, sur le terrain. Là, c'est comme ce qu'on a dit pour les femmes enceintes, c'est bien fractionner les repas la nuit, bien fractionner l'hydratation aussi, et se reposer. Il n'y a rien à faire. Le repos, je le rabâche à longueur de journée, mais c'est hyper important. Une femme qui n'est pas reposée, on va dire de manière un peu inconsciente, son cerveau, il va lui dire écoute, on va déjà faire en sorte que toi tu tiennes debout, et puis après on s'occupera de l'allaitement. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ceci. C'est l'état de repos, il est capital. Et si besoin, peut-être de jeûner un jour sur deux. Ça, c'est une possibilité que on va dire toutes les femmes n'y pensent pas, mais ça reste une possibilité. Plutôt que de se dire soit je jeûne tout, soit je jeûne rien, peut-être jeûner un jour sur deux ou 2 jours sur 3, j'en sais rien. Ça peut être aussi une bonne alternative. Parfait. Et là, ça va être des conseils pour les femmes qui vont allaiter pendant le Ramadan, mais au final, ça vaut aussi pour les femmes qui allaitent tout court, mais d'autant plus pendant le Ramadan, vu qu'il y a quand même ce risque de diminution de lactation du fait du jeûne. Est-ce que tu aurais des exemples d'aliments ou de boissons à proscrire pendant l'allaitement pour éviter de encore plus diminuer la lactation? Le thé à la menthe déjà, par exemple. La menthe, parce que c'est quelque chose que je vois souvent quand je vais au domicile des patients, c'est que les femmes pensent que parce que c'est une boisson chaude, c'est une boisson qui va faire du bien et qui va booster la production de lait, alors qu'on sait que la menthe, au contraire, elle va diminuer la production de lait. Donc il y a le thé et le café, parce que ça passe dans le lait aussi, et c'est des stimulants qui vont venir perturber les rythmes du sommeil du bébé et aussi de la maman, entre parenthèses. Il y a le persil, il faut pas en abuser parce que c'est un aliment aussi qui diminue la production de lait. Il y a la sauge, le persil et la menthe qui sont vraiment à éviter parce qu'on dit qu'elles sont anti-galactogènes, donc qu'elles ne favorisent pas la production de lait. Mais mis à part ça, c'est vraiment prendre par exemple des tisanes d'ortie, des tisanes de fenouil, des tisanes de verveine, des plantes, on va dire, de préférence bio aussi, qui vont apaiser et booster la production de lait. Et ben justement, comme tu parles là, t'as parlé des plantes qui boostent la lactation. Est-ce que aussi au niveau de l'alimentation, t'auras des choses à leur conseiller qui vont plutôt, justement, au contraire, aider à la production du lait, favoriser la production du lait? Alors encore une fois, il s'agit de se nourrir et pas de grignoter. Donc vraiment des repas sains, complets. Plus ils sont bruts et naturels, plus ils sont efficaces. Un bon plat de lentilles, du poisson, les sardines. On y va vraiment, on va dire, à volonté. Des bonnes soupes, des potages, du bouillon d'os. Tout ceci sont, on va dire, d'une grande efficacité en postpartum déjà pour le corps de la femme en soi et pour favoriser un allaitement optimal. Parfait. Je te remercie pour tes conseils, Zina. Encore une fois, je te remercie de nous avoir apporté tes lumières sur ces 2 sujets importants. Et du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Merci Nadia, et écoutez votre corps, soyez bienveillante envers vous-même. C'est une chose qu'on ne nous apprend pas forcément, on nous apprend souvent à faire plaisir aux autres, mais que chacune et chacun d'entre nous soit à l'écoute de son corps et soucieux de son bien-être. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à le partager à une femme enceinte ou une femme allaitante ou même à son entourage. N'oubliez pas de soutenir le podcast en vous abonnant, en le notant, en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou ailleurs. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.